Qui utilise aujourd'hui de l'IA au quotidien? Vous pouvez lever la main, soyez pas timide. Ouais, donc une bonne majorité. Maintenant, si je vais leur poser une autre question, à peu près la même, qui dans la salle utilise l'IA au quotidien en excluant ChatGPT cette fois? Ok, on a déjà un petit peu moins. Bon, un petit peu moins. Donc effectivement, pour beaucoup de personnes aujourd'hui, l'IA, c'est quand même relativement principalement ChatGPT. C'est-à-dire qu'on est tous devenus un petit peu data scientists parce que finalement, on va sur chatgpt.openai.com, on fait les prompts, on interroge la machine et là, magie, ça nous sort des réponses parfois pertinentes, parfois hallucinantes. Donc on va voir qu'il n'y a pas que ça en fait. Mais surtout, on va revenir sur ce que disait finalement la keynote de départ, c'est qu'on utilise tous les jours, des systèmes à base d'IA, toutes les heures, des systèmes à base d'IA. Je vois à peu près 75% d'entre vous, vous avez des téléphones entre les mains. Vous avez de l'IA entre les mains, finalement. Votre téléphone, c'est de l'IA en permanence. Donc, une si grande famille, qu'est-ce qu'on met dans l'IA? Vous avez vu tout à l'heure avec nos amis, nos confrères de Data Sulting, c'est au départ, tout est question de data. Et plus que ça, tout est des questions de data science, parce que c'est la science de la donnée. Parce qu'on ne parle pas de patates. La data, c'est quelque chose qu'on peut conceptualiser, ça peut être quelque chose de scientifique et de rigoureux, on l'a vu, la qualité, l'intégrité, l'homogénéité, etc., qualifier la donnée, les modèles de données, les domaines, etc., etc. Donc au tout départ, Dieu créa la data science, au jour 1. Voilà, c'est ça. Et là, après, une énorme aujourd'hui, le monde est entièrement contenu dans cette bulle jaune. Il y a l'intelligence artificielle. Mais finalement, dans l'intelligence artificielle, il y a plein de choses, il y a plein de sous-systèmes, il y a plein de sous-familles, c'est une grande famille. Donc l'intelligence artificielle, vous avez plein de flavors, de goûts particuliers, tout à fait. De types du coup, de concepts particuliers, de concepts d'algorithmes particuliers, d'heuristiques, de paradigmes, et après on va arrêter les mots trop compliqués. Donc dedans, vous avez les premiers algorithmes et les premiers essais finalement d'intelligence artificielle. Quand on parle d'intelligence artificielle, très globalement, qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire se rapprocher d'une intelligence humaine par le fait qu'une machine apprenne des choses justement par rapport à la data. En fait, aujourd'hui, les algorithmes et donc le machine learning, quand vous voyez machine learning ou ML, finalement, abrévié ML, puisque Giuseppe est data scientist et ML engineer, donc ingénieur ML, c'est qu'on met en place des programmes qui vont prendre de la data, souvent historique, de vos entreprises, regarder ces datas par différents algorithmes, justement de machine learning, et dans le machine learning, il y a encore plein d'autres algorithmes, et aller tirer des enseignements, des inférences, des patterns, des schémas, des occurrences de certaines choses, et donc du coup, qui vont vous permettre, vous, de faire apparaître des choses dans vos dashboards, apparaître tiens, on a vendu plus, mais on s'est aperçu qu'on a vendu plus, chaque année, on vend plus à tel mois, ou on vend plus, bizarrement, Ricard a une pointe de vente souvent au mois de juin. Ah, c'est étonnant. Voilà. Ça fait partie de la pétanque, le Ricard, etc. Et puis ensuite, on a un petit peu plus évolué sur les types d'algorithmes, puisqu'on est allé sur ce qu'on appelle le deep learning. Le deep learning, c'est que les chercheurs ont commencé à s'inspirer du cerveau humain et des neurones et des réseaux de neurones pour pouvoir faire des algorithmes d'intelligence artificielle de seconde ou troisième génération, beaucoup plus avancés, sur lesquels on allait encore plus loin dans l'analyse de la donnée, dans récupérer effectivement des informations, tirer des conclusions, tirer des inférences. Et puis après tout ça, on a le NLP, donc le Natural Language Processing, le traitement du langage naturel, c'est-à-dire dedans, vous avez plein de choses. Vous avez notamment, on va le voir, ChatGPT, qui est ici.
Donc ChatGPT fait partie de cette sous-science qu'on appelle le NLP. En français, ça s'appelle TALN, donc traitement automatique du langage naturel. C'est une science qui a une quarantaine d'années. C'est une science qui était plus ou moins confidentielle pendant les 30 premières années. Et puis alors aujourd'hui, tout le monde fait du NLP. Voilà, tout le monde fait du NLP. Vous ouvrez votre ChatGPT, vous faites du NLP parce que le traitement naturel du langage, ça veut dire ni plus ni moins qu'être capable d'interpréter ce que l'être humain dit, donc avec les systèmes, par exemple Siri, qui au départ ne marchait pas. Puis au final, voilà, Alexa, au final, ça a de mieux en mieux marché, mais Siri, généralement, il est resté comme un bon timer pour les pattes, en lui disant tu mets le timer sur 7 minutes, comme ça c'est bien. C'est une invention française, ceci dit, qui s'est très très bien vendue à Apple, ils ont bien réussi. Mais donc, l'interprétation, ce qu'on appelle du speech to text, c'est-à-dire de la parole vers le texte. De l'autre côté, son dual, le text to speech, c'est-à-dire là, vous écrivez, vous avez une synthétisation vocale de ce qu'elle écrire. Ça fait aussi partie du NLP. Et vous avez effectivement une sous-partie qui est ChatGPT ou qui sont les GPT qui font partie de ce qu'on appelle les intelligences génératives, les intelligences artificielles de type générative. En anglais, Gen AI. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils génèrent des choses par rapport tout de suite aussi à leur entraînement, à leurs données, à leurs modèles, etc. Donc vous voyez finalement que c'est une grande famille, il y a plein de choses, et on va le voir dans la slide d'après, ces choses et ces algos et ces concepts vont permettre d'adresser différents types de problématiques, différents cas d'usage, différents use cases. Donc dans la boîte à outils de l'IA, cette image a été d'ailleurs générée par une IA, je lui ai dit boîte à outils de l'IA façon illustration, et il m'a sorti ça. Voilà. Donc alors des fois, on voit des trucs un peu bizarres, parce que ça me... Voilà. Donc là, vous n'avez pas 6 doigts, mais parfois c'est vraiment étrange. Je sais que Anne au marketing a essayé de faire des images pour illustrer la conf, et en fait, elle se retrouvait avec des gens qui étaient assis sur les bureaux. Donc voilà. Donc l'intelligence artificielle donne des choses plausibles, mais pas forcément vraies. Voilà, faut faire attention. Dans les problèmes et use cases que l'intelligence artificielle permet d'adresser, vous avez la classification. Ça, vous le voyez, je vais prendre quelques exemples. Vous le voyez, tiens, l'exemple le plus connu, c'est les spams dans vos mails. Ça se fait automatiquement. Des fois, ça marche un peu moins bien, mais globalement, ça marche quand même très très bien. Et c'est un problème qu'on sait faire depuis très longtemps aujourd'hui, la classification. Il voit de plus en plus de mails de type spam. Vous les avez classés avec le petit bouton. Vous avez renforcé l'algorithme. Par renforcement, vous lui avez dit, le petit bouton, c'est du spam, c'est du spam, c'est du spam. Au bout d'un moment, il n'est pas complètement stupide. Il va voir des choses qui s'apparentent à du spam et les classer pour vous. Il y a plein d'autres types de classification. Vous ouvrez Google News. En fait, la plupart des news ont été sémantiquement classées dans les bonnes catégories, le sport, l'économie, etc. etc. OK ? Ensuite, vous avez des modèles de prédiction. On parlait tout à l'heure de maintenance prédictive. Facile. Vous avez généralement des machines, des outils et des choses qui tombent en panne régulièrement. Bon, en fait, la maintenance prédictive, ça va vous donner, avec un certain degré d'assurance, à un moment donné, quand est-ce que votre machine potentiellement a besoin d'être révisée ou pas. Et ça peut vous faire sauver un certain nombre pas mal d'argent. Vous avez les reconnaissances d'images. Vous rentrez dans le parking de la Comédie, votre plaque elle est lue, ce qui fait que quand vous sortez, en fait, il reconnaît aussi que c'est votre plaque. Donc si jamais vous perdez votre billet, votre ticket, potentiellement, on sait quand est-ce que vous êtes rentré grâce à la reconnaissance d'image. Les radars que tout le monde aime. Les photos satellites, etc. J'en passe les meilleurs. Recommandations. Je n'ai pas envie de parler d'Amazon, donc on va parler d'autre chose. Donc si vous allez sur la Fnac, par exemple, vous avez acheté différents articles et vous arrivez, c'est Noël, etc. Et là, vous voyez qu'on vous recommande, parce que vous avez acheté un jeu de société pour les enfants entre 7 et 8 ans, vous allez avoir aussi un Tamagotchi qui va apparaître, parce que 75% des gens qui ont acheté ce type de jeu achètent aussi un Tamagotchi. C'est un exemple parmi d'autres. L'optimisation, alors l'optimisation, c'est super gros, c'est super vaste. Vous allez pouvoir optimiser des supply chains, de la logistique, des process. Enfin, c'est énorme. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle les Gen AI, donc les Generative AI. Et dans ces Generative AI, ChatGPT se situe ici dans la génération de texte, mais vous avez aussi de la génération possible de code, donc pour les développeurs.
c'est par exemple Copilot, qui est un outil qui a été mis en place, qui permet d'être le copilote du développeur jusqu'à ce qu'à un moment l'IA devienne probablement le pilote. Et ensuite, vous avez de la génération d'audio. Désolé, Giuseppe. Potentiellement audio, images, vidéo. Là, vous l'avez vu, les images qu'on a créées ici, etc. Donc ça, tout ça, c'est GenAI.